Voilà. Donc, dans l'exercice numéro 6, on vous a demandé de traiter l'implication. On vous a donné, donc je reprends l'énoncé. Voilà, dans l'exercice numéro 10, on vous a demandé, vous a donné deux propositions A et B. Il pleut et il y a des nuages. Et puis on vous a demandé d'exprimer l'implication A implique B en utilisant des phrases en français, donc des phrases en langage naturel. Alors l'implication dans le raisonnement mathématique, dans la logique mathématique et en général dans le raisonnement mathématique est une opération très importante. Donc il faut comprendre le sens de l'implication. Lorsque on dit A implique B, ça signifie que A entraîne B. Si A est vrai, alors B l'est forcément. Ça, c'est le sens de l'implication. Après, dans l'exercice numéro 6, vous avez essayé de l'écrire de différentes façons. La plus générale, c'est de dire si l'hypothèse A est vraie, alors la conclusion B est vraie. C'est ce qu'on utilise généralement, le si alors. On peut l'exprimer aussi avec, bon, je mets ici peut-être ce que j'avais préparé. Je vais, puisque vous l'avez fait, donc je vais juste vous rappeler. Donc on peut l'exprimer avec le si alors. S'il pleut, alors il y a des nuages. On peut l'exprimer avec donc, ou implique. Il pleut implique qu'il y a des nuages, ou bien il pleut, par conséquent il y a des nuages. Comme on peut exprimer une implication A implique B avec ce qu'on appelle la condition nécessaire et la condition suffisante de l'implication. Alors dans ce qu'on appelle la condition nécessaire et la condition suffisante de l'implication, pour la condition nécessaire, si vous avez une implication A implique B, dire pour dire que A est vrai, il faut que B soit vrai. Pour que A soit vrai, il faut que B soit vrai. C'est-à-dire B, c'est la condition nécessaire pour la réalisation de A. Et sur l'exemple qu'on vous donne ici, A il pleut, B il y a des nuages, là ça s'explique et ça devient plus clair. On a les nuages, est une condition, la présence de nuages ou l'existence de nuages est une condition nécessaire pour qu'il y ait de la pluie. D'où l'expression qu'on a donnée dans l'exercice qu'il y ait des nuages est une condition nécessaire pour qu'il pleuve. Pour la condition suffisante, la condition suffisante maintenant, elle traite de la véracité de B. Tout à l'heure, on a vu pour que A soit vrai, il faut que B soit vrai, c'est-à-dire B est la condition de la réalisation de A. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, on regarde pour que B soit vrai, il suffit que A soit vrai. Regardez, si on applique sur l'exercice, on va dire dès que, par exemple, il pleut aujourd'hui, vous sortez de votre maison, vous trouvez qu'il a plu. Alors, dès que vous regardez qu'il a plu, vous dites oh, aujourd'hui, il y a des nuages. C'est-à-dire il suffit de voir la pluie pour dire qu'il y a des nuages. Il suffit de dire qu'il y a de la pluie pour dire que l'existence du nuage est vraie. La proposition il y a des nuages est vraie, d'où l'écriture qu'il pleuve est une condition suffisante pour qu'il y ait des nuages. Donc cet exercice-là qui traite de l'implication, ce n'est pas juste par hasard, même l'exercice 7, parce que l'implication est une opération très importante dans les raisonnements mathématiques. Donc il faut comprendre son sens, qu'elle va de A vers B ou de B vers A, il faut comprendre selon les propositions que vous avez. Après, on revient donc à notre exercice 7. Dans l'exercice numéro 7, on nous dit, on reste dans le contexte de l'exercice 6 et on pose C qui est égal à A implique B, puis on nous demande d'écrire chacune des formules représentant la négation de l'implication, la réciproque de l'implication, la contraposée de l'implication, l'inverse de l'implication,
puis, en deuxième question, pour chacune des formules précédentes, écrire des phrases en français leur correspondant. Donc, toujours en reprenant A, il pleut, B, il y a des nuages, l'implication, alors attends, je vais mettre la présentation ici, c'est mieux. Alors, pour la négation de l'implication, il suffit de faire rentrer une négation à C. Donc, je fais rentrer la négation à C, ça c'est l'équivalent, ça c'est le symbole de l'équivalence. J'aurais pu mettre égal, on m'a posé la question hier, ça c'est le symbole de l'équivalence. Donc, non C égale à non de A implique B. On a fait rentrer une négation à A implique B. C'est tout ce qu'on a fait. Après, on réécrit l'implication avec son équivalent. Une implication, elle peut s'écrire sous forme de non A ou B. Par la suite, en appliquant la loi de De Morgan, donc on distribue cette négation sur la disjonction. On va avoir donc la double négation, elle va sauter, la disjonction devient conjonction et le non rentre avec B et on va avoir A et non B. Pour la traduction au langage naturel, alors, pour la traduction au langage naturel, je vous conseille d'utiliser cette forme-là. Pour avoir le sens, pour que le sens soit très proche. Là, lorsque je traduis celle-là, je traduis le symbole de négation par « il est faux que », et puis l'implication, on va la traduire avec « si alors ». On aura « il est faux que, s'il pleut, alors il y a des nuages ». Il est faux que, s'il pleut, alors il y a des nuages. Par contre, si vous prenez ça, là, vous allez avoir « il pleut » et « il n'y a pas de nuages ». Donc, il vaut mieux garder celle-là. Il y a le sens qui est proche aux oreilles que ça. Alors, vous allez me dire pourquoi alors on a développé. Généralement, ce développement est intéressant lorsqu'on fait des raisonnements algébriques. C'est-à-dire, on fait des transformations, les simplifications, etc. pour arriver à la fin à une formule plus simple. Bien sûr, selon ce qu'on cherche dans le raisonnement. Ici, ce n'est pas l'objectif. La réciproque de l'implication, alors la réciproque de l'implication, c'est B implique A. Voilà, c'est B implique A. Et la traduction en langage naturel, c'est direct. S'il y a des nuages, alors il pleut. On traduit selon les propositions qu'on nous a données. La contraposée de l'implication, pour la contraposée de l'implication, c'est non B qui implique non A. Alors, la contraposée de l'implication, elle est équivalente à A implique B. Si on dresse une table de vérité pour l'implication A implique B, la table de vérité de A implique B, l'implication est fausse dans un seul cas, lorsque A est vrai et B est fausse. Et elle est vraie ailleurs. Ça, c'est la table de vérité de l'implication. Si vous dressez une table de vérité de non B implique non A, vous allez trouver que c'est la même. Ces deux expressions, elles sont identiques. Pas identiques, mais équivalentes. C'est le mot plus exact. Il faut dire qu'elles sont équivalentes. En langage naturel, on dit donc s'il n'y a pas de nuages, alors il ne pleut pas. Généralement, dans les raisonnements mathématiques, lors des démonstrations, lorsqu'on nous demande de démontrer par exemple A implique B, on passe par une démonstration de non B qui implique non A. C'est plus simple de démontrer non B implique non A que de démontrer A implique B. Donc c'est très important de retenir qu'il y a une équivalence entre ces deux. Et puis la dernière, c'est l'inverse de l'implication. L'inverse de l'implication, c'est non A qui implique non B. Et en langage naturel, on traduit directement « s'il ne pleut pas, alors il n'y a pas de nuages ». Voilà donc pour l'exercice numéro 7. Si vous avez des questions sur cet exercice-là, sinon on va passer à la suite.
Normalement, il n'y a pas de questions. On va passer donc à la suite, l'exercice numéro 9. Cet exercice, il a été donné dans un examen les années précédentes. Vous allez voir que c'est un exercice simple de formalisation en langage du calcul propositionnel. Alors, l'exercice numéro 9, il nous dit, dans une mallette de peinture, dans ma mallette de peintre, j'ai des tubes de peinture. Les couleurs dont je dispose sont parmi les suivantes: rouge, jaune, bleu, orange, gris, noir. On désignera par R la proposition j'ai du rouge, ça veut dire j'ai un tube de peinture rouge. Le J, la proposition j'ai du jaune. O, la proposition j'ai du orange. B, la proposition j'ai du bleu. G, garçon, donc c'est la proposition j'ai du gris. N, la proposition j'ai du noir. La première question, écrire sous forme de formule bien formée du calcul propositionnel chacune des affirmations suivantes. Je n'ai pas de jaune. Si j'ai du rouge, alors je n'ai ni noir ni gris. Des trois couleurs bleu, jaune et rouge, j'en ai au moins deux. Des deux couleurs gris et orange, j'en ai exactement une. La deuxième question, on suppose que les quatre affirmations ci-dessus sont vraies. Est-il possible d'en déduire le contenu exact de ma mallette? Si oui, donnez le contenu. Dans tous les cas, on justifiera le raisonnement. Donc on va commencer par traiter la première question. Voilà. Alors, pour la solution qu'on a proposée pour cet exercice, donc je vous en mets ici les données de l'exercice sous les yeux. On a les variables donc propositionnelles suivantes. Voilà, celles qu'on vient de lire donc dans l'exercice. Vous voyez, dans cet exercice, on vous a donné les propositions. On les a données. Il y a dans d'autres exercices, il se peut qu'on vous donne un énoncé et c'est à vous de proposer soit la variable propositionnelle, par exemple R, qui signifie j'ai du rouge. C'est à vous de les proposer. Ici, c'est un exercice très simple. On nous a aidé avec les propositions. Lorsqu'on vous donne les propositions, c'est plus simple. Des fois, même lorsqu'on ne donne pas les propositions, donc l'étudiant, il a le choix de proposer sa façon de formaliser le raisonnement. Donc ici, pour la première question, on nous dit formaliser « je n'ai pas de jaune ». Alors là, c'est simple. On a la proposition j'ai du jaune, donc la négation je n'ai pas du jaune, ça va nous donner directement un non-J. Pour la phrase si j'ai du rouge, alors je n'ai ni noir ni gris. Là, on voit bien l'expression si alors de l'implication. Donc, si la première proposition implique, donc la première proposition, si j'ai du rouge, voilà, si j'ai du rouge, R, si R est vrai, alors je n'ai ni noir et ni gris. Négation de N et négation de G. Et je le mets entre deux parenthèses. Des trois couleurs bleu, jaune et rouge, j'en ai au moins deux. J'en ai au moins deux. Donc ici, la personne, elle va avoir soit bleu et jaune, soit bleu et rouge, soit jaune et rouge, soit les trois couleurs. Donc, comment formaliser ça? On va formaliser comme ça. Donc, la personne soit là un B et un jaune, un bleu et un jaune, ou un bleu et un rouge, ou bien un jaune et un rouge, ou bien elle peut en avoir les trois.
il se peut qu'un étudiant ne rajoute pas ces 3. Mais même si vous ne rajoutez pas les 3, dans le calcul de propositionnel, dans le calcul propositionnel d'ordre 0, donc c'est la même chose. C'est la même chose. Parce qu'après simplification, si je simplifie ça, avec les équations remarquables, je vais revenir à ces 3-là. Ces 3 premières combinaisons. Mais le plus correct pour cette phrase-là, c'est de rajouter les 3. Parce que lorsqu'on dit « j'en ai au moins 2 », ça signifie que je peux avoir 2 ou je peux avoir plus. Ça veut dire avoir les 3 ensemble. Et la dernière, des 2 couleurs gris et orange, j'en ai exactement une. Ici, on exprime une exclusion entre gris et orange. Soit j'ai le gris, soit j'ai le orange. Donc, c'est un ou exclusif entre les deux. Pour exprimer ça, on peut dire de cette façon-là, j'ai le gris et je n'ai pas le orange, ou j'ai le orange et je n'ai pas le gris. Négation de gris. Voilà donc pour la première question. Est-ce qu'il y a des questions ou bien on va passer à la deuxième question? On suppose que les 4 affirmations ci-dessus sont vraies. Est-il possible d'en déduire le contenu exact de ma mallette? Si oui, donnez le contenu. Dans tous les cas, on justifiera le raisonnement. Donc, les 4 affirmations sont vraies en même temps. Donc, on peut écrire comme ça. Je peux écrire les 4 affirmations, elles sont vraies. D'accord. Elles sont à 1. La première formule A, j'ai non J qui est égal à vrai. Qu'est-ce que je peux déduire de non vrai égal à de non J égal à vrai? Je peux déduire directement que J égale à faux. Après, la deuxième expression, plutôt la troisième affirmation C, elle est vraie, d'accord? Si je remplace dans cette expression avec J égale à faux, je remplace donc là où j'ai le J, je mets faux. Alors, donc en remplaçant J égale faux, on obtient quoi? Voilà, on a remplacé. Qu'est-ce que je vais obtenir? Vous avez ici un B et faux. Lorsque on a une valeur, quelle que soit cette valeur, elle vaut vrai ou faux, vous avez quelque chose de vrai ou faux avec le faux, ça donne directement faux. Donc ça, c'est faux. N'est-ce pas? Donc on retient ici, c'est faux. Là, faux et R, c'est de la même façon, c'est la même chose. C'est-à-dire faux avec une conjonction, avec quelque chose qui soit vrai ou faux, c'est un faux. Ça, c'est la sémantique de la conjonction. Lorsque vous avez un faux avec 2 autres choses, qu'ils soient vrais ou faux, ça donne directement faux. Après, vous avez faux ou BR ou faux, ça revient à dire c'est la valeur de vérité de BR. Pourquoi? Parce que un faux ou quelque chose, dans la sémantique de la disjonction, c'est la valeur de vérité de ce quelque chose-là, quelle que soit sa valeur de vérité. Donc, ceci, après simplification, ça revient à dire que c'est B et R qui est égal à vrai. Dans cette expression-là, ça va sauter, ça va sauter, ça va sauter. Il va nous rester que B et R, qui est égal à vrai. Si on a une conjonction de 2 choses qui sont à vrai, alors dans la sémantique de la conjonction, pour que ça soit vrai, il faut que les 2 soient vrais. Donc là, ça me mène à dire que B égale à vrai et R égale à vrai. Donc,
Là, je sais que dans ma mallette déjà, j'ai la couleur bleue et j'ai la couleur rouge et je n'ai pas la couleur jaune. On continue. Est-ce que c'est clair pour cette expression-là? Comment j'ai simplifié pour arriver à B et R? C'est bon? Si vous avez des questions, vous prenez directement la parole. Alors, après, on a de B, de l'affirmation B, c'est celle-là. Si R, alors non N et non G égale à vrai. Si on remplace donc avec R égale à vrai dans cette expression-là, on va avoir R égale à vrai, alors forcément dans le sens de l'implication, si R est vrai, alors on a la conclusion non N et non G égale à vrai. Cela implique que ici on a une conjonction entre deux qui est à vrai, et donc cela implique que non N égale à vrai et non G égale à vrai. Et de là, on trouve si non N égale à vrai, donc le N égale à faux et le G égale à faux. Donc dans la mallette, on n'a pas de noir, on n'a pas de gris. Pardon. Après, dans la dernière affirmation, c'est celle-là qui est égale à vrai aussi, on va remplacer avec le gris qui est égal à faux. Lorsqu'on va remplacer, on va obtenir ceci. Donc je fais faux et non orange ou orange et non de faux. Le non de faux, il nous donne directement vrai. Donc j'ai mis directement vrai. Au lieu de mettre la négation de faux, j'ai mis directement vrai qui nous donne le vrai. Je l'ai laissé comme ça. Après ici, vous avez faux et quelque chose, ça donne directement faux. Après, le faux ou tout ça, dans la sémantique de la disjonction, ça va nous donner O et vrai. Donc, implique ce qui nous reste, en fait, après simplification, c'est O et vrai qui est égal à vrai. Le orange est vrai égal à vrai, cela signifie que le orange est égal à vrai. Dans la sémantique de la conjonction, il faut que les deux soient vrais pour que ce soit vrai. Donc le orange égale à vrai. Donc dans la mallette, on a les tubes de peinture bleu, rouge et orange. Voilà donc comment on a fait pour analyser les affirmations et pour déduire ce qu'on a dans la mallette. Vous voyez que c'est un exercice qui est plus ou moins simple. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non? C'est simple? Ah. Voilà. Alors, l'exercice suivant qui est programmé, c'est l'exercice numéro 10. Alors, l'exercice numéro 10, c'est un exercice de raisonnement. C'est un exercice où on cherche à trouver la vérité. Il y a des exercices où on nous demande on nous demande, mais vous serez par exemple, comme l'exercice précédent, le 9, vous serez amené à formaliser en calcul propositionnel, donc à définir des variables et puis écrire des expressions et puis les manipuler, soit faire un développement algébrique pour simplifier, etc. Il y a des exercices comme ça de raisonnement. Là, je vous propose une solution, la plus simple des solutions que vous pouvez avoir. Il y a ma collègue qui a proposé une autre solution, vous pouvez voir ce qu'elle propose aussi. Donc quand on lit l'énoncé, on se retrouve sur une île dont les habitants sont répartis en deux catégories, les purs et les pires. Les purs disent toujours la vérité, hein, tandis que les pires mentent toujours. On rencontre trois habitants de l'île, Moé, John et Will. Moé déclare « Nous sommes pires tous les trois ». John déclare « Il y a exactement un pire parmi nous ».
que peut-on déduire de ces déclarations? Donc là, on nous demande de trouver parmi les 3 habitants de l'île, Mo et John et Will, lequel est un menteur, lequel est honnête, lequel dit la vérité. Donc, dans cet exercice-là, donc, on a 3 habitants, Mo et John et Will. Mo déclare « Nous sommes pires tous les 3 ». On met cette déclaration, on l'appelle 1, pour la manipuler tout à l'heure dans le raisonnement mathématique. John déclare « Il y a exactement un pire parmi nous », on va la mettre à 2. On a 2 déclarations. Après, on commence maintenant à analyser ces déclarations une à une. Si Moé est pur, si Moé est pur, donc, selon l'exercice, un pur dit toujours la vérité. Donc, il dit la vérité. S'il dit la vérité, donc la déclaration qu'il a faite est vraie. Si Moé est pur, alors il dit la vérité. Donc, I est vrai. La déclaration I est vraie. Nous sommes pires tous les 3 est vrai. Cela implique une contradiction, car Moé est pur, donc ils ne peuvent pas être pires tous les 3. Est-ce que, vous voyez, lorsque quelqu'un arrive en retard, il me perturbe. Il perturbe mon raisonnement. Et pourtant, je vous ai demandé d'essayer de rentrer 5 minutes avant l'heure, au moins 5 minutes après. Alors, ici, regardez comment on fait le raisonnement. On prend les déclarations une à une et on commence à les analyser. Dans l'exercice, on nous dit qu'il y a 2 types de catégories. Il y a les purs et les pires. Donc, on prend Moé avec sa déclaration. On regarde si Moé est pur. Donc, il dit la vérité. Et s'il dit la vérité, sa déclaration est vraie. Donc, ce qu'il nous dit, on l'a sous les yeux, nous sommes pires tous les 3 est vrai. Et de là, on voit directement qu'il y a une contradiction. Si on suppose que cette déclaration est vraie, donc ils sont pires tous les 3. C'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, nous sommes pires tous les 3. Alors que notre hypothèse de départ, c'est que Moé est pur. Qu'il est pur, qu'il dit la vérité. Donc il y a une contradiction avec l'hypothèse qu'on a posée et avec ce à quoi on est arrivé. D'où la contradiction. Voilà, on dit il y a une contradiction, car Moé est pur, et si il est pur, donc ils ne peuvent pas être purs tous les 3. Au moins, il y a un seul pur et les 2 autres sont pires. Vous voyez la contradiction, où est-ce qu'elle est? Donc de là, on écarte le fait que Moé soit pur. Moé soit pur, l'hypothèse Moé soit pur, nous a mené à une contradiction. Donc on passe à la deuxième hypothèse. Si Moé est pire cette fois-ci, si Moé est pire, donc il ment. Et s'il ment, donc la déclaration qu'il a faite est fausse. Il nous dit nous sommes pires tous les 3 est fausse. Si elle est fausse, et on est dans le calcul du calcul propositionnel, où les propositions elles prennent 2 valeurs de vérité. Donc la vérité, c'est la négation de ça. Si j'apporte une négation à ça, je vais trouver la vérité. Nous sommes pires tous les 3. Sa négation, c'est que sa négation ou la vérité est qu'il y a un pire seulement ou 2 pires seulement. La négation de nous sommes pires tous les 3 nous donne le fait qu'il y a soit un seul pire, soit il y a 2. Il n'y en a pas 3. Alors, moi, je répète et je vous laisse un moment de réflexion pour que vous compreniez. Lorsque je m'arrête comme ça, c'est pour vous donner le temps de lire ce que j'ai écrit sur les diapos et de laisser un peu la réflexion tourner un peu dans votre tête.
Vous voyez, nous sommes pires tous les trois et fausses, donc la vérité, c'est sa négation. Et on cherche à trouver la négation. Nous sommes pires tous les trois, sa négation, donc, c'est qu'il y a soit un pire, soit deux pires. C'est ce qu'on a écrit ici. Donc la vérité, c'est qu'il y a un pire seulement ou deux pires seulement. De cette analyse-là, de la première déclaration, on sort avec Moé et pire. Moé est pire et il y a soit un pire, soit deux pires. On continue maintenant avec la déclaration de John. Si John est pur, donc il dit la vérité, alors sa déclaration 2 est vraie. John nous dit il y a exactement un pire parmi nous. Donc si on continue en acceptant donc il y a un pire parmi eux, donc les deux autres sont purs. Le pire ici donc c'est Moé. Selon la conclusion précédente, on a dit que Moé est pire. Et John, on l'a posé comme hypothèse. John, on a dit il est pur. Et il y a un pire parmi eux, c'est Moé, donc Will est pur. Vous voyez, en posant la deuxième hypothèse, John est pur, sa déclaration est vraie, il nous dit il y a un pire parmi nous, donc c'est Moé selon le raisonnement précédent. Donc l'autre, celui qui reste, Will, est forcément pur. Ça, c'est la première hypothèse par rapport à John, s'il dit la vérité. Maintenant, si John ment, si John est pire, alors il ment, donc la deuxième déclaration est fausse. Il y a exactement un pire parmi nous est fausse, donc la vérité, c'est la négation de ça. La négation de ça, on l'a expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y a soit un seul pire ou deux pires. Alors, si John est pire, donc il y a déjà un seul. Il y a lui qui est pire. Il y a Moé, qu'on avait dit, qu'on a conclu qu'il est pire. Donc, on a deux pires selon ce cas-là, selon cette hypothèse. Donc, la vérité qu'il y a deux pires. Lesquels, c'est Moé, qu'on a conclu de la déclaration précédente, et John, parce qu'on l'a posé comme hypothèse, donc on a deux pires. Et le dernier, donc l'autre, c'est le pur. Will et le pur. Regardez donc, selon le raisonnement, on est arrivé dans la première, par exemple, lorsqu'on a posé John est pur, on a trouvé Moé est pire et Will est pur. Lorsqu'on a posé John est pire, on est arrivé aussi à Moé est pire et Will est pur. Par contre, par rapport à John, on ne peut rien dire. Une fois, on l'a posé comme pur, il nous a mené à une conclusion. La deuxième fois, on l'a posé comme pur, il nous a mené à la même conclusion, que Moé est pire et Will est pur. De ce premier raisonnement et de ce deuxième, on est arrivé à la même conclusion. Moé est pire et Will est pur. Là, je devais l'écrire en bleu pour que ça soit clair. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire Moé est pire et Will est pur. Ça, on peut le dire, mais on ne peut rien déduire concernant John. Parce qu'ici, on a posé des hypothèses. Selon l'hypothèse, si l'hypothèse est vraie, on construit un raisonnement selon les données de l'exercice et on voit à quoi on arrive. S'il n'est pas bien sûr contradictoire, on l'accepte comme la vérité. S'il est contradictoire, on l'écarte et on continue notre raisonnement. Et à la fin, voilà à quoi on est arrivé. On est arrivé à déduire que Moé est pire, Will est pur. Donc ça, c'est une solution, c'est une façon de raisonner pour traiter des exercices comme ça de raisonnement, où on nous demande de trouver la vérité. Vous pouvez voir ce type d'exercice dans les examens des années précédentes.
Les examens des années précédentes sont disponibles sur le compte de Monsieur Habet, sur le compte de l'UMMTO. On pourra partager ça par la suite sur la Google Classroom. On pourra les partager les examens des années précédentes après. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur les exercices qu'on a traités? Non? Il n'y a pas de questions? Bon, c'est ce qui a été prévu alors pour aujourd'hui. L'exercice 9. C'est quoi le code de la classe? Oui, attends, je vais vous donner le code de la classe. Alors, voilà le code de la classe. Il n'y a pas de question. Alors, si vous avez des questions par la suite, vous les écrivez sur la Classroom. Après, on va vous répondre, soit moi, soit ma collègue, soit Monsieur Habet. Une fois que vous avez fait vos révisions, vous posez vos questions. Peut-être c'est pas évident de les poser comme ça tout de suite. Il faut peut-être faire votre révision, traiter des exercices, etc. Même les autres exercices de la série qu'on n'a pas traités et d'autres exercices des examens précédents. Après, vous nous écrivez par mail vos questions. Des fois, je réponds par de petites vidéos, des fois, je réponds directement par écrit. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, donc je vous remercie et je vous libère à la séance prochaine. Je pense que soit en présentiel, soit en distanciel. Ok, donc je vous remercie.